Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je suis sûr que vous conviendrez avec moi de ce que je vais avancer tout de suite. Il n'y a rien de pire qu'un mauvais diagnostic. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Imaginez, et je ne vous le souhaite absolument pas, certainement c'est arrivé à certaines familles, je suis vraiment désolé, que un bon médecin, un médecin tout court, ait fait un mauvais diagnostic et que le traitement proposé soit erroné et que par conséquent, cela n'empire et n'aggrave la situation. Faire un diagnostic doit être la priorité des priorités parce que cela reviendrait, si ce diagnostic est correctement fait, cela reviendrait justement d'une manière ou d'une autre à savoir ce qu'il ne va pas et à comprendre que le problème ou la maladie, quelle que soit la situation, est déjà guéri de moitié. Et nous allons venir maintenant à un cas pratique. Ce qui a tué Kadhafi veut tuer le Niger simplement parce que les gens ont fait un mauvais diagnostic. Commençons par le commencement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Kadhafi, de façon résumée, quelles que soient les qualifications que chacun peut avoir du personnage, il reste néanmoins l'individu, le chef d'État, qui a affronté d'une manière ou d'une autre, qui s'est opposé aux Occidentaux et qui malheureusement a été tué, assassiné par les Occidentaux. Aujourd'hui, la situation du Niger n'est pas différente de la situation de Kadhafi. C'est la même situation. À la différence que là, on n'a pas un chef d'État, on a un pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les situations dans le Sahel aujourd'hui, en ce qui concerne et le terrorisme et le djihadisme, sont des effets de la situation en Libye, on le sait déjà, et donc de la personne ou du personnage de Kadhafi. Et donc, aujourd'hui, ce qui reste dans les esprits, c'est le pouvoir impérialiste, les Occidentaux, l'OTAN, les États-Unis, soutenus par d'autres pays, à la recherche de matières premières, de ressources, ont fini donc par faire ce qui est arrivé à Kadhafi. Mais laissez-moi vous dire, ça c'est une parenthèse, que l'âme de Kadhafi va continuer à leur pourrir la vie de toutes les manières possibles. Et d'ailleurs, je vais m'efforcer de faire non seulement une capsule sur qui était Kadhafi dans son incarnation passée, pour montrer en fait qui il était dans une vie antérieure et ce qu'il était en tant que Kadhafi, et d'une autre manière montrer qu'en réalité, il y a une véritable machination qui est mise en place et tant qu'on ne fera pas le bon diagnostic, on ne s'en sortirait absolument pas du tout. Alors, laissez-moi vous frapper de stupeur en vous déclarant, en vous disant tout de go, que certes, de façon visible, de façon technico-technique, il y a eu un complot, une organisation, il y a eu des gens, des États qui se sont organisés, qui ont agressé la Libye de Kadhafi et qui ont fini par le tuer. Et on peut considérer
ces personnes, ces organisations comme étant les organisations qui ont causé la mort de Kadhafi pour des raisons géostratégico-politiques et économiques. Mais dire cela, c'est en termes de questionologie, poser vraiment le mauvais diagnostic. Et je crois que c'est à ce niveau que le problème se pose. Vous savez que moi, j'apporte une forme d'observation différente des situations présentes parce que je suis métaphysicien. Et mon rôle, c'est de tout simplement traverser la couche superficielle des choses et de pénétrer la dimension principielle et sortir la vérité de la chose que j'appelle son principe premier. Je vais vous dire la vérité de façon paradoxale. Ce ne sont pas les Occidentaux, ni l'OTAN, ni qui ont tué Kadhafi. Par contre, il y a une vérité qui est en cours actuellement, c'est que ce qui a tué Kadhafi veut tuer le Niger. Alors, qu'est-ce qui a vraiment tué Kadhafi? Commençons par expliquer une chose. Parce que si je ne l'expliquais pas, lorsque je vais dire ce qui ou qui a tué Kadhafi et qui veut tuer le Niger, possible que vous ne comprendrez pas. Est-ce que vous vous rappelez de nos ancêtres? Est-ce que vous vous rappelez de certains de nos rois, de leur comportement? Lorsque nous prenons par exemple le roi Behanzi, il s'est opposé complètement à l'impérialisme jusqu'à sa mort. Il n'a pas voulu céder. Il est mort en Alger et pourtant, il a maintenu sa position parce qu'il a voulu tout simplement démontrer une vérité. Pas que le Dahomey était surpuissant, pas que le Dahomey était sa fierté. Non, il a compris une vérité que vous devez comprendre, que tous les Nigériens, les Maliens, que toute la communauté ouest-africaine doit comprendre. Une vérité qui défie le temps. Une vérité qui fait qu'au Japon, certains samouraïs préfèrent se faire harakiri que d'assumer le déshonneur. C'est là que vous allez comprendre et percuter la vérité qui traverse les âges. Une vérité extraordinaire. Les rois savent une chose, puisque le roi, c'est en lui que circule le sang de la terre. Anigban Fio, c'est-à-dire il est le roi de terre, c'est en lui que circule le sang de la terre. Le sang de la terre, c'est d'abord fondamentalement l'énergie tellurique. Le roi est celui qui est entré dans la grotte et qui a reçu une initiation et que la terre a reconnu et que par conséquent, il est devenu roi. D'ailleurs, c'est la symbolique de Geb. S'asseoir sur le trône de Geb, c'est avoir la faveur des énergies telluriques et donc des mânes ancestrales également qui font partie des ancêtres d'abord qui font partie du monde invisible, des esprits qui font partie même des mondes souterrains, avoir la faveur de tout ce qui est souterrain, de tout ce qui est tellurique, de tout ce qui est chtonien ou chtonien. C'est d'ailleurs ce qui fait que lorsqu'on a un vrai roi, il y a la prospérité parce que la terre reconnaît le roi, les esprits de la terre, les entités de l'eau, de la terre, toutes les divinités reconnaissent le roi et lui apportent leur faveur, leur bénédiction, et le roi gouverne avec bénédiction, avec fertilité et virilité. Et donc le roi porte en lui ce que nous appelons la force, toutes les forces telluriques, et donc c'est en lui que le sang de la terre coule. Il faut bien comprendre ce que je dis parce que se méprendre de sa tradition, c'est ça qui crée le suicide. Et je vais être technico-technique, pratico-pratique, scientifique, et vous allez bien comprendre. Étant donné que le sang de la terre circule dans le roi n'a pas le choix, du moins parce qu'il est roi, il a déjà fait ce choix, puisque c'est un initié, donc quelqu'un qui est déjà mort et donc qui n'a plus peur de mourir.
C'est ça le vrai roi. Et le roi tient tête parce qu'il ne veut pas laisser un virus, une entité. Il ne veut pas laisser une maladie dans son sang, dans le sang de la terre, dans l'énergie tellurique de la terre. C'est là que vous allez comprendre pourquoi dans la tradition japonaise, certaines personnes préfèrent se faire harakiri, c'est-à-dire se tuer eux-mêmes, que de subir le déshonneur. Je vous explique. Lorsque vous avez un parent ou un grand-parent ou un parent du grand-parent qui a fait preuve face à une situation, il a fait preuve de couardise, de lâcheté, qui a fait preuve de manque d'honneur sur le plan de la métaphysique de la nature ou de la spiritualité ancestrale, cela devient une malédiction pour la simple raison que nos ancêtres savaient que chaque acte que nous posons laisse une signature magnétique dans notre sang. Ne l'oubliez jamais. Chaque acte que nous posons laisse une signature magnétique dans le sang. Chaque acte que nous posons laisse une signature magnétique dans le sang. C'est un élément basal qu'on apprend aux gens dans le couvent. On leur montre jusqu'à quel point le roi étant celui qui porte l'énergie tellurique de la terre, le sang de la terre, il ne doit jamais trahir. Prenez l'exemple de certaines villes, même au Bénin, comme Porto Novo, où il y a eu beaucoup de trahisons. Aujourd'hui, cela a marqué certaines populations et a indexé les gens vivant dans ce milieu-là comme des personnes qui trahissent. Quand vous prenez Abomey, il y a eu certains très marquants qui ont fait de ce peuple d'Abomey des gens d'une certaine caricature énergétique. Et donc, on sait que si le roi d'une ville a démontré une attitude bien définie, eh bien, même après la mort de ce roi, on le remarque à l'intérieur de la population qui vit dans cet espace géospirituel. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Et je le répète, je sais de quoi je parle, c'est parce que le roi porte en lui-même l'énergie tellurique, puisqu'il est initié. Il est initié au souterrain. Il est initié à ce monde d'Anubis. C'est d'ailleurs pourquoi il est le roi des mondes d'en haut, du milieu et du monde souterrain. Il est semblable à Osiris qui est roi de 3 mondes. Et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il prend comme décision affecte la terre. Béanzi était un grand initié. Il savait qu'il ne devait jamais renoncer. Parce que s'il renonçait, il laissait en tant que roi, il laissait dans son sang ou dans le sang qu'il porte, qui est l'énergie tellurique de la terre, il laissait une malédiction dans l'énergie de Sakpata, puisque c'est d'abord fondamentalement l'énergie tellurique, qu'il laissait dans cette énergie tellurique-là un virus, une malédiction. Il laisserait la lâcheté, la couardise, la trahison. Certaines populations où les rois étaient traîtres, on a connu leurs populations qui sont devenues après des traîtres. On pourrait dire que ce n'est pas de leur faute parce que ce qui arrive à un roi sur une terre modifie carrément l'énergie tellurique de la terre. Je vous en parle pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les présidents de la République sont comme des rois parce que nous leur avons donné notre validation d'âme. On leur a dit, nous sommes d'accord, gouvernez-nous. Et même si vous n'êtes pas d'accord, à partir du moment où un président prend des décrets et que ces décrets-là, vous y êtes soumis et que ces décrets, vous obtempérez à ces décrets, il y a une partie de vous, pour ne pas être confus, une partie de votre âme qui lui prête de l'énergie et qui valide donc son autorité d'une manière ou d'une autre. Laissez tomber les conneries d'opposition, ça je parle de spiritualité. Vous comprenez donc que
S'il arrivait qu'un président fasse preuve de traîtrise, de couardise, qu'un président ne se positionne pas correctement dans le champ de l'énergie tellurique, il laisse une empreinte tellurique, une signature tellurique dans l'énergie tellurique, qui est notre énergie à nous tous, puisque nous faisons partie de cette terre. On est né de cette terre, soit des parents ou directement sur la terre. Nous porterons cette mauvaise énergie-là en nous. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à la fin, Kadhafi n'a pas cédé. Il faut bien comprendre. Kadhafi n'a pas cédé. D'autres n'ont pas cédé. Nos ancêtres vaillants n'ont pas cédé. Parce qu'ils avaient compris une chose. Je ne laisserai jamais dans l'énergie tellurique de ma terre la lâcheté, la trahison, la couardise. J'en viens à ce qui a tué Kadhafi et qui veut tuer le Niger. Une fois que vous avez compris cela, puisque le roi ou le président est l'instance suprême que nous tous nous avons adoubé, adopté, revenons donc à l'essentiel. Ce qui a tué Kadhafi, c'est tout simplement la faiblesse des peuples africains. Je ne dis pas que les peuples africains ni les présidents africains sont faibles, parce qu'il y a une différence entre être faible et faire preuve de faiblesse. On peut être fort parce qu'on n'en est pas conscient ou on ne sait pas comment manifester sa force et continuer à ne faire que faire preuve de faiblesse. Je vous assure, je ne veux pas utiliser un mot beaucoup plus fort. Je ne veux pas parler de traîtrise. Je ne veux pas injurier les gens. Je vais être tout simplement poli, linguistiquement poli, pour dire que ce qui a tué Kadhafi, c'est notre faiblesse. Et pourtant, dans les hymnes nationaux de tous nos pays, dans l'étymologie même du mot hymne, qui vient du nom d'Horus, l'une des choses ou la seule chose qu'on mobilise à travers l'hymne national, ce sont les forces vives d'une nation. Mais qu'est-ce qu'une force vive d'une nation? Une force vive d'une nation, c'est l'identité d'âme qui fait l'autorité de chaque individu. C'est son énergie. C'est l'autorité d'âme de chaque individu. C'est ça qui fait la force vive de la nation. L'hymne national, nous y avons souscrit, nous chantons l'hymne national parce que c'est dans l'hymne national que toutes les forces vives d'une nation se mettent ensemble pour devenir une identité commune. La force est différente du pouvoir parce que c'est la force qui donne naissance au pouvoir. Et le pouvoir est différent de la puissance. La force est liée à notre identité, car celui qui se rappelle de son identité, immanquablement est fort. Celui qui se rappelle de son histoire et de tout ce que ses ancêtres vaillants ont laissé en lui, il est forcément fort. Parce que cette force va lui venir de son âme et de son intérieur. Et c'est avec cette force-là qu'il dira non. Cette force, tous les Africains l'ont. Cette force, tous les peuples d'Afrique l'ont. Tous les pays africains l'ont. Pourtant, on ne leur a pas montré la voie pour faire preuve de force. Et à un moment donné de l'histoire, Kadhafi a été tué tout simplement parce que les peuples africains ont fait preuve de faiblesse. Et pourtant, la seule leçon que Kadhafi aurait laissée, c'est faites preuve de force. Et qui veut faire preuve de force doit forcément retourner à son identité intrinsèque, au souvenir et au rappel de ce qu'ont été ses ancêtres et de comment ces personnes
n'avaient pas voulu céder parce que ces personnes savaient ce qu'est la force. À la force est liée la souveraineté. À la force est liée l'autonomie. Il n'y a pas de force lorsque vous êtes dépendant d'autres personnes. Ce qui a tué Kadhafi, c'est ça, la faiblesse. La faiblesse et encore la faiblesse des États africains. Aujourd'hui, le Mali a décidé de faire preuve de force. Le Burkina a décidé de faire preuve de force. Et le Niger décide également aujourd'hui de faire preuve de force. Est-ce que vous pensez que les gens seront d'accord? Ils ne seront pas d'accord. Parce que lorsque vous voulez faire preuve de votre force, c'est que vous voulez tout simplement sortir du conformisme, d'un narratif, sortir de la lâcheté et décider de s'assumer soi-même. Vous devez faire preuve de force. À partir de maintenant, tous les États africains et tous les peuples africains doivent décider de faire preuve de force. La force n'est pas la violence. La force, c'est le réveil identitaire qui vous confère la souveraineté de votre conscience et qui dit, mon destin n'est pas seulement entre mes mains, mais je dispose de toutes les énergies, de tout ce que mes ancêtres ont été pour pouvoir y faire face, moi et moi seul. C'est la vérité incontournable que chacun doit répéter à lui-même, à savoir, personne ne peut me sauver en dehors de moi-même. Personne ne peut sauver le Niger en dehors du Niger. Personne ne peut sauver le Mali en dehors du Mali. Personne ne peut sauver le Burkina en dehors du Burkina. Il faut que cette vérité devienne la force, que cette vérité crée la force et que cette vérité nous fasse nous rappeler de nos ancêtres. Parce que ce ne sont pas les ancêtres qui se sont éloignés de nous. C'est nous qui nous sommes éloignés de nos ancêtres par les choix que nous avons faits. Mais si nous faisons le choix en acceptant que personne ne peut nous sauver en dehors de nous-mêmes, ni Jésus, ni Mahomet, personne ne peut nous sauver en dehors de nous-mêmes. Si nous acceptons cela, alors nous allons prendre conscience de notre force et de toutes les forces que nos ancêtres ont laissées en nous. Et nous allons maintenant nous réveiller. Parce que ce que font les Occidentaux, c'est de créer des présidents lâches, des présidents traîtres. C'est de créer des individus que vous appelez des responsables politiques qui font preuve de traîtrise, de couardise et de faiblesse. Et qui, du coup, affaiblissent également l'énergie tellurique de notre terre et qui retransmettent de façon congénitale des mémoires à des enfants, à des générations qui deviennent encore plus faibles. Si vous voyez dans certains pays des populations qui sont devenues tout simplement amorphes, inconscientes et incapables de réveil, c'est parce que la plupart de leurs présidents passés ont fait tellement preuve de couardise, de lâcheté, de conformisme et de faiblesse que l'énergie de la terre a été souillée et les enfants qui sont nés de cette terre ont hérité de cette faiblesse-là et sont là tout simplement sans réagir. Nous devons commencer à nous dire la vérité. Toutes les décisions de nos ancêtres nous sont transmises de façon congénitale par le sang individuel de chaque généalogie de sang, mais également par le sang tellurique de la terre. Aujourd'hui, ce qui parle fort au Burkina, c'est le sang de certains chefs d'État qui ont fait preuve, comme Thomas Sankara, qui ont fait preuve de fermeté, de vérité, de force. Et même leur mort
a laissé dans l'énergie tellurique du Burkina l'indice de la force dont aujourd'hui les Burkinabés peuvent s'arroger le droit de prendre. Voilà la vérité. Ce que vous ne savez pas, c'est que tout est spirituel et que les chefs d'État qui font aujourd'hui le jeu, faisant partie de la CEDEAO et la CEDEAO même qui fait le jeu de l'Occident, ce sont des gens qui sont des lâches, qui mettent, parce que vous les avez validés comme des responsables chefs d'État des pays qu'ils gouvernent, qui sont des lâches de leur nation, qui laissent dans l'énergie tellurique de leur terre, l'énergie de la lâcheté, dont les enfants naissent, et naturellement, rien de tout ça n'augure de bon. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que la faiblesse dont tous les peuples africains ont fait preuve pour que Kadhafi meure, il ne faut pas faire preuve de cette même faiblesse. Nous avons des hymnes nationaux qui nous incitent à la force, à l'unité nationale, au réveil des forces vives de chaque nation, à la mémoire de nos ancêtres. L'hymne national du Togo renferme cette vérité-là. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui nous rendais forts, toi qui les rendais forts, toi qui nous rendais forts. Salut à toi, pays de nos aïeux. C'est important de comprendre jusqu'à quel point on s'adresse à une terre comme on s'adresse à une entité vivante. Salut à toi, pays de nos aïeux. Vous voyez, c'est important. Chaque hymne national s'adresse d'abord à la terre. Parce que chaque hymne national est une adoration, une vénération de la terre, de toutes les énergies de la terre et de tous ceux qui ont été porteurs de cette énergie tellurique dans leur corps en étant des politiciens, des chefs d'État et qui les ont utilisés et après leur mort les ont reversés à la terre. Il ne faut pas que le Niger subisse ce qui arriva à Kadhafi. Tous les peuples aujourd'hui doivent se réveiller à une seule vérité, la force. Parce que la force, elle est intérieure. Le pouvoir est extérieur. La force, elle est intérieure. Le pouvoir est extérieur. La force est intérieure et le pouvoir est extérieur. Faites appel à la force. Et quand vous allez faire appel à la force, quand nous serons forts, parce que nous sommes déjà forts, il faut que nous en prenions conscience, plus personne ne peut nous terroriser. Car le véritable terrorisme, vous voulez que je vous l'explique, c'est lorsque la CEDEAO sanctionne un pays comme le Niger. C'est du terrorisme. C'est de la terreur projetée sur des populations. C'est du terrorisme. Et au-delà de ça, analysons de façon principielle les sanctions de la CEDEAO. D'accord. Analysons ça de façon objective. Pas d'accusation de qui que ce soit. Quelle est la finalité des sanctions? Selon ces chefs d'État de la CEDEAO, c'est de tout simplement asphyxier les populations, amener les populations à se soulever contre les autorités actuelles du Niger et justement à rétablir ce que eux, ils ont appelé l'ordre constitutionnel, constitution qu'ils ont laissé bafouer dans certains pays. Alors, maintenant, venons à la démocratie. Je pense que normalement, dans la démocratie, c'est que chaque personne est libre et indépendant de faire des choix. Mais là, ce n'est plus de la démocratie. C'est comme si on utilisait la survie d'un peuple, c'est-à-dire de façon triviale, hein, je vais donner un exemple simple, c'est que vous êtes dans une maison et vous avez un enfant qui n'obéit pas à vos ordres.
en tant que père. Et la solution que vous trouvez pour cet enfant, c'est de l'affamer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que vous essayez, vous dites, je vais affamer cet enfant, et quand je vais l'affamer, il finira par m'obéir. C'est ce que fait la CEDEAO. Je vais affamer le Mali, je vais affamer le Niger, je vais affamer, et ils vont finir par obéir. Donc, il s'agit en fait pas d'une éducation, mais d'une obéissance par la force, en utilisant la faim. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous connaissez le tabou qu'il y a en Afrique? Il y a un tabou en Afrique. C'est comme une malédiction. Les Africains le savent. Et quand je vais dire ça, tous les Africains le savent. En Afrique, priver un enfant de nourriture, c'est un crime. Ça n'existe pas. Vous privez un enfant de nourriture. Vous pouvez encore frapper l'enfant. En Afrique, c'est ce qu'on fait. On peut encore te frapper, te bastonner. On peut encore t'injurier. Oh, les injures, les mamans connaissent ça, des tas d'injures. Mais ta famille, c'est-à-dire, fais de telle sorte que ton manger là soit atteint. Ce n'est pas dans nos traditions à nous. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe que chez les barbares. C'est ça, faire preuve de pouvoir, pas de force. Parce que le papa, intelligent, en voulant faire preuve de force, va réfléchir comment je peux éduquer cet enfant. Et bien que l'enfant lui ait désobéi, le papa continue à le nourrir. Parce qu'il sait que s'il s'abstenait de nourrir son enfant, alors il va créer un véritable danger dans la vie de l'enfant et ça ne ferait absolument pas son éducation. Qui parmi vous, dans sa maison, va laisser sa femme ou son mari ou quelqu'un affamer vos enfants et dire, je les affame parce que je vais les éduquer. Donc, c'est une éducation par la faim. Et si je comprends bien, affamer les populations, les conduire à la révolte pour enlever des autorités actuelles, donc vous appelez ça faire preuve constitutionnellement de démocratie? Où est la démocratie lorsqu'on force les gens à voter, lorsqu'on force les gens à faire quelque chose? Où est la démocratie? Qu'est-ce que vous refusez à la junte et qu'est-ce que vous êtes en train de faire de façon plus subtile? En Afrique, on va sous l'arbre à palabres. Tout le monde finit de manger et on va sous l'arbre à palabres et on compte des histoires. On parle. L'éducation se fait progressivement par des contes, des histoires, des leçons. C'est comme ça qu'on éduque en Afrique. Les barbares ont leur forme d'éducation. Nous avons notre forme d'éducation. Mais la CEDEAO a révélé sa véritable identité. C'est une institution barbare, une institution à la solde de l'impérialisme, impérialisme dont le systémique est mis en place pour affamer les nations, tout en venant leur dire que nous vous apportons des aides à travers des organisations non gouvernementales et au même moment les spolier. C'est ce que j'ai appelé les maintenir dans un état de basse pression de crise continue, c'est-à-dire il n'est pas guéri, il n'est pas malade, afin de parasiter les organismes. Voilà ce que fait votre CEDEAO. Et au-delà, la CEDEAO veut faire ce que les autres font, agresser un État. Alors, si ce que vous appelez un coup d'État arrive dans un État, c'est parce que déjà, au niveau et autour du président lui-même, il ne fait plus l'unanimité. Parce qu'un président est censé s'entourer des personnes les plus fidèles.
Et si autour du président, les personnes les plus fidèles, il y a une moitié qui se retourne contre une moitié, c'est qu'en fait, il y a un problème interne. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce problème interne, il faut y réfléchir. Ce n'est pas que je supporte les coups d'État, ce n'est pas ce que je fais. Je cherche les principes des choses. Et c'est ainsi qu'on réfléchit. On s'est dit, mais pourquoi c'est arrivé? Parce que nous et vous, la CEDEAO, vous regardez le Niger de l'extérieur. Mais il y a des gens qui regardent le Niger depuis l'intérieur du Niger. On n'a pas les mêmes perceptions. Vous devez alors vous dire, mais oh, comment un président qui s'entoure des personnes les plus fidèles finit par être trahi par les mêmes personnes les plus fidèles? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, vous devez aller à l'intérieur du Niger, adopter le point de vue de ceux qui sont là et dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais non, vous ne faites pas ça. Vous décidez d'adopter la position de l'impérialiste qui a son agenda et de faire les choses selon son point de vue. Et donc, d'agresser, comme ils l'ont fait en Libye, d'agresser le Niger. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que vous avez affaire à un autre peuple africain. Et ce peuple africain a commencé à prendre conscience de ce qui a tué Kadhafi. Votre faiblesse. La faiblesse des institutions. La faiblesse des peuples africains. Et aujourd'hui, les peuples africains ont décidé, à l'unanimité, de commencer à faire preuve de force. L'actuel président du Burkina décide de faire preuve de force. Assimi Goïta décide de faire preuve de force. Chaque président doit commencer à décider de faire preuve de force, d'arrêter de faire preuve de couardise, de lâcheté et de faiblesse. Parce que si vous faites ça, vous introduisez une malédiction au sein de l'énergie tellurique de la terre que vous gouvernez et dont le sang est porté par vous. Et tôt ou tard, vous laissez et vos propres enfants et les enfants de la nation dans un état spirituel de déliquescence. Et vous serez étonné que sur plusieurs générations, les choses ne marchent pas. Voilà la bonne attitude qu'il faut adopter aujourd'hui. Faire preuve de force. Intelligence, bien sûr, c'est là en Afrique, on l'a. La sagesse, on l'a toujours eu en Afrique. On n'a pas besoin du livre des proverbes de la Bible pour avoir les proverbes africains. On en a tellement que la Bible ne peut même pas contenir. Ni le Coran d'ailleurs, ni la Bhagavad Gita, on en a tellement. Faire preuve de sagesse africaine et commencer à voir les choses autrement. Mais il y a une chose à laquelle vous ne devez pas renoncer. Il y a une chose à laquelle aucun peuple africain aujourd'hui ne doit plus jamais céder. La force. Nous devons être forts. Nous devons être des nations de force. Et nous devons faire preuve de souveraineté. Je vous ferai une autre capsule sur la force. Je profite donc de cette capsule pour annoncer à ceux qui suivent mes formations, puisque j'organise des formations, pour vous dire qu'il y a une extraordinaire formation intitulée « Les mannes ancestrales ». Déjà, plusieurs thématiques ont été abordées dans cette formation. Cette formation est toujours ouverte à tous ceux qui le souhaitent, parce que dans cette formation, le prochain chapitre que nous allons aborder dans cette formation s'intitule « Les mannes ancestrales et le principe de l'inconnu ». Est-ce que, selon le principe premier des mannes ancestrales, à savoir toutes les choses ont toujours été, est-ce qu'on peut dire que l'inconnu est inconnu pour les mannes ancestrales? Et comment est-ce que les mannes ancestrales peuvent nous aider à ne plus jamais avoir peur de l'inconnu? Parce qu'il y a le paradigme occidental de l'inconnu. Mais quel est le paradigme africain, kamite, de l'inconnu? Est-ce que pour nos ancêtres, l'inconnu est-il inconnu? Nous allons découvrir tout cela dans la formation intitulée « Les mannes ancestrales ». Et le but de cette formation, c'est de vous donner la force constitutive de fertilité et de virilité, car ainsi sont les mannes ancestrales fertiles
et viril. Chaque peuple doit se souvenir, appeler et invoquer les manes de ses ancêtres. Appeler les ancêtres qui ont fait preuve de force et se rappeler de leur énergie laissée dans la terre. Car ce qui peut créer une malédiction sur une terre, c'est de ne pas appeler les manes ancestrales, fertiles et viriles, à nous soutenir. Peuple du Niger, et je parle au peuple du Niger, faites preuve de force. Que la force soit avec vous.